Allez, on est de retour en plateau ici à Japan Expo 2025. J'espère que vous allez bien. Je suis avec Jérémy. Jérémy, tu es le directeur général de Save Beer App. C'est bien ça? Ouais, Save Beer tout court. Save Beer tout ouais. court. D'ailleurs, app, je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté app. Mais bon, ça donne une information. Effectivement, c'est pas faux, c'est pas faux. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous présenter ton projet? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Jérémy Guillon. Donc, je suis effectivement cofondateur et DG de Save Beer, qui est la première application qui lutte réellement, efficacement contre tout type de cyberviolence sur les plateformes réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste un sujet de société, on va pas se mentir. Complètement. Ça reste un sujet qui est extrêmement traité aussi dans les médias, mais qui finalement à la fin on nous donne jamais de solution. On nous dit. Alors c'est exactement ce que j'en parlais quand on faisait notre petite introduction tout à l'heure de qui est-ce qu'on allait recevoir et je dis. C'est vraiment un sujet, tout le monde en parle. Par contre, qui est-ce qui agit? Personne. Pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde. Donc toi, avec ton équipe, vous avez décidé d'agir. C'est ça. En fait, c'était un constat en 2022. On va dire que moi, j'ai fait ma première phase de carrière plutôt dans l'ingénierie, au niveau de la radio, de la télé. Donc moi, j'étais derrière les consoles, à faire les émissions, tout ça. J'avais aussi un côté un peu e-sportif, aussi bien sur certains jeux qu'aussi en aidant pas mal d'assauts ou les trucs comme ça. Donc, par exemple, le maillot PCS que je porte, qui est un de nos partenaires, entre autres, et ça découle de mon ancienne vie. D'accord, ok. Et on s'est dit, on en parle tout le temps du cyberharcèlement, c'est de pire en pire. Des jeunes se suicident à 12 ans, tu vois, c'est pas normal de penser à littéralement mettre fin à ses jours. Et en fait, on s'est rendu compte que ce soit les sociétés ou alors même les associations, soit elles arrivent trop tard, soit elles font pas le taf. Ouais, complètement. Donc nous, on s'est dit, mais c'est pas logique. Avec la technologie qui existe, avec aujourd'hui ce qu'on est capable de faire, etc. Pourquoi personne, entre guillemets, met la main à la pâte? Ouais, mais c'est grave. Donc toi, le but, c'est de te positionner presque en amont du truc, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on est avant et pendant pour pas qu'il y ait d'après. Ouais. Et quand on a fait ce constat-là, en fait, on s'est vraiment rendu compte que pourquoi personne n'y va? Tout le monde a peur des GAFAM. C'est mon Dieu, on a peur de Facebook, on a peur de Google, on a peur de Twitter, etc. Et les gens sont pétrifiés. Ils se disent, attends, je vais lancer un projet, dans 2 semaines, je suis mort, ils m'ont enterré vivant et c'est fini. Ouais. Moi, je me suis dit, mais si en fait on agit comme ça, de toute façon on ne fera jamais changer les choses et on restera dans la même, même façon de faire. Donc, nous on s'est dit, où est la problématique? Parce que la cyberviolence, le cyberharcèlement, c'est très large. Aujourd'hui, pourquoi on ne résout pas les choses? Dernière statistique du gouvernement et du ministère de la Justice, 2021, plus de 5 millions de plaintes, 54 condamnations. Je devais faire le calcul en pourcentage. Je pense que c'est pas élevé. Problématique majeure, la preuve. La preuve, c'est ça. On nous dit pendant des années, faites des captures d'écran, tout ça, etc. C'est bien, ça n'a pas de valeur juridique. Ouais, ok. Il n'y en a pas. Et en plus, tu captures un pseudo, je sais pas ce que. Ouais, mais en fait, c'est même pas ça. C'est-à-dire que tout ce qui peut être modifié par un humain, en fait, c'est pas probant. Même si tu le fais expertiser par un huissier à 200-300 balles la pièce, le juge, il peut te dire, c'est pas probant pour moi, je ne l'accepte pas. Ouais, parce que ça a pu être modifié, monté, etc. Exactement. Donc déjà, premier point problématique, la preuve. Ça, c'est un truc, on se dit, bon, ok. Deuxième point problématique, on sait que principalement le cyberharcèlement ne se fait pas sur les flux publics, donc les commentaires, mais en messagerie privée. Ah ok. Parce que les gens, forcément, ils se disent, j'ai une interaction privée avec toi sous un pseudonyme, je vais t'en mettre plein la gueule, qu'est-ce que tu vas faire? Ah mais tu vois, moi, naïvement, j'aurais pensé que les gens déversaient plus facilement de la haine publique que venir se confronter en privé. Alors du coup, je me trompe. Alors peut-être que c'est pas le même type. Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en public, on est plus sur ce qu'on appelle du harcèlement de meute. C'est-à-dire, on va envoyer une personne commencer à initier quelque chose contre toi, et tu vas avoir tout un microcosme autour, donc que ça soit des influenceurs entre eux ou des groupements et tout, qui vont commencer à venir et qui vont, tu vois, perpétuer en permanence le système. Par contre, en messagerie privée, là, c'est plus, on a des menaces physiques, on envoie des saloperies que normalement on ne devrait pas voir, etc. Et les gens se disent, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas signaler à la plateforme, mon compte il va sauter, je vais en refaire. Donc il y a une vraie problématique. Donc nous, on s'est dit, ok, très bien, on a ces deux problématiques-là majeures. Et ça n'existe pas. Dans le monde, on a fait un benchmark, ça n'existe pas. Et nous, on va vraiment aller déterrer, on va dire, un peu la merde. Parce que pendant des années, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils soulèvent le tapis, ils foutent la merde en dessous en faisant des suppressions de contenu, mais finalement, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de jugement, personne ne prend rien, et ça continue et ça s'aggrave. Et en plus, de plus en plus jeune. Complètement. On se dit, attends, c'est bien, mais tu vois, c'est les mêmes systèmes pendant des années. On nous a dit, sur Internet, il y a plein de virus, et après, entre guillemets, c'est devenu normal d'avoir un antivirus, parce que sinon, ta machine, elle pète en une semaine. Donc, nous, là-dedans, on s'est dit, bon, ok, on s'entoure, entre guillemets,
de personnes assez calées technologiquement parlant. On constitue une équipe solide, on lève des fonds. Donc on a levé auprès de business angels privés. Donc de tout. Des médecins, des avocats, des gendarmes, des gens de la vie publique. Et on a fait 3 ans de recherche et développement. Aujourd'hui, notre solution, donc, elle est disponible au prix de 4 € par mois. Donc ça fait 48 € à l'année. Et ça permet du coup à n'importe qui de venir connecter Twitter, Instagram, Snapchat et TikTok aujourd'hui en termes de plateforme. Et nous, en fait, sans aucune intervention humaine, qu'avec de l'intelligence artificielle et des algorithmes qu'on a développés, on va venir analyser plusieurs fois par jour ce qui se passe sur les flux publics et privés. Donc messagerie privée et commentaires publics. Si on trouve un contenu qui est problématique, on le prend, on le cryptographie, donc on met une signature électronique, on le met dans un coffre-fort et on lui met une labellisation. Donc on a menaces, obscénités, discours haineux, insultes et dénigrement. Donc tout ce qui est catégorisé dans la loi française. Et à ce moment-là, du coup, en fait, depuis l'appli, si tu es victime de cyberharcèlement, tu te rends en police ou en gendarmerie et en un clic, tu envoies tout ton dossier de preuve à l'OPJ qui est en face de toi. Ce qui permet qu'il récupère ta plainte, il puisse commencer son enquête très rapidement parce qu'il a toutes les datas pour pouvoir avancer très rapidement. Et surtout, en fait, là, tu n'as pas besoin ni d'un huissier ni de rien du tout. C'est certifié de bout en bout. Donc aujourd'hui, on est sur le textuel. On sait que c'est déjà une très grosse phase de la cyberviolence. On est en train aussi de commencer le développement de l'analyse d'images et de vidéos pour lutter contre pédopornographie, grooming, ultra-violence, tout ce qui est autour. Et aussi d'ajouter des nouvelles plateformes. Normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir WhatsApp et Telegram en plus disponibles sur l'application, sans surcoût supplémentaire, ce qui est quand même très important pour nous. Oui, parce qu'il faut que ça... Il faut que vous restiez, forcément, c'est un enjeu de rester accessible pour que tout le monde puisse se prémunir. Pour nous, ouvertement, demain on serait financé, on pourrait le faire gratuitement, ça serait top. Bien sûr. Mais ça marche pas comme ça. Je veux dire, quand tu as une boîte privée, tu as les serveurs, tu as tout, etc. Bien sûr, non, mais complètement. D'un point de vue marge, on pourrait faire un produit à 10 balles. Alors 10 balles, ok, sans engagement pour tester un mois. Mais sinon, nous, c'est 4 € par mois. Si tu prends un abonnement annuel, ça revient à littéralement une canette de coca en terrasse à Paris pour te protéger contre le cyberharcèlement. Donc on se dit, on reste très très accessible. Une fois que tu as analysé donc vous avez analysé ce contenu, etc., il reste en place par contre. Vous ne vous occupez pas de la suppression, de masquer, quoi que ce soit. Parce que en fait, il faut bien comprendre quelque chose. Aujourd'hui, la problématique majeure, c'est que quand par exemple tu appelles des numéros verts ou des trucs comme ça pour t'aider à supprimer, dès que tu as supprimé, est-ce que tu penses que l'OPJ en face va aller voir la plateforme et dire bonjour, alors tel jour à telle heure on a demandé la suppression d'un contenu, il faudrait que vous me le ressortiez avec toutes les métadatas. Le mec il va dire ah c'est supprimé, c'est supprimé. Donc la problématique c'est que en fait ce qu'il faudrait faire dans le tunnel complet, passer par Cyber, avoir tout ce qui est agrégé, quand c'est agrégé et que c'est sur ton compte et que c'est cryptographié et que ça bouge plus. Après, demande la suppression, mais tu as toutes les infos pour que la personne en face puisse faire son travail. Mais si, entre guillemets, aujourd'hui, on vous dit faites des captures d'écran et supprimez, en fait, du coup, ta data, elle a 0 valeur. Ça, c'est lunaire, mais c'est une mauvaise pratique qu'on n'arrête pas de dire aux gens à la télé, etc. Des gens qui n'y connaissent rien, qui te disent des inepties sans nom, et tu te retrouves avec des familles qui ont compilé 400, 500, 600 captures d'écran. Ils vont aller à l'huissier, il va dire bah écoutez, ça va faire 15 000 balles. C'est impossible. Et après, du coup, ils se retrouvent devant la justice. On leur dit mais madame, c'est pas probant vos preuves, on peut pas savoir que c'est vraiment vous, etc. Donc tu te rends compte, il y a des gens qui vont être en procédure pendant 3 ans. Ils ont demandé les effacements, ils pensent que tout va bien, que ces différentes personnes, ces numéros les ont aidés à tout faire, sauf que en fait, finalement, tu mets la merde sous le tapis. Et en mettant la merde sur le tapis, à un moment, ça déborde et en fait, c'est trop tard. Donc il faut vraiment agir. Et en fait, il faut agir avec des gens qui sont intègres aussi, parce que quand tu vois, je citerai aucun nom, mais quand tu vois qu'il y a des personnes qui sont censées t'aider contre ces grandes plateformes et qui sont financées par ces plateformes, je pense qu'à ce moment-là, il faut se remettre en question et il faut regarder en fait qui sont entre guillemets au-dessus. Et moi, ça me fait beaucoup rire quand des personnes se proclament experts du cyberharcèlement alors que littéralement, ils vont être financés par ces plateformes, ils vont acquiescer tout ce que font les plateformes et que leurs personnes disent non, on fait tout très bien, oui, ils font tout très bien, etc. Moi, perso, je dis... Oui, c'est sûr, parce que, alors, il faut penser que les plateformes, elles, le cyberharcèlement, c'est des vues, des commentaires, ça les intéresse, ça leur fait de l'argent. Dans un certain sens, de toute façon, tout ce qui va leur apporter de l'argent, tant que ça ne va pas nuire à leur base d'utilisateurs, voilà. Donc c'est pour ça que nous aussi, on n'est pas un ennemi des plateformes, à l'inverse de certaines autres solutions qui pourraient exister, parce que nous, en fait, vu qu'il n'y a pas déjà de modération humaine, t'as rien qui est effacé sur la plateforme. Vu qu'il n'y a pas de signalement fait sur la plateforme, après si l'utilisateur veut le faire, il peut le faire. Mais vu qu'il n'y a pas de signalement direct, on va pas aller réduire la base d'utilisateurs et surtout on n'altère pas leur base de données. Donc en fait nous on est juste une sorte de plugin de sécurité que n'importe qui peut prendre et qui permet vraiment... Mais c'est ça. Et comme ça en fait ils peuvent vraiment se défendre contre ce sujet des cyberviolences, en plus en ne changeant aucunement ni leur interface, ni leur utilisation, etc. Ce qui est extrêmement important aujourd'hui. Un jeune, tu lui dis aujourd'hui, tiens, prends un contrôle parental. Mais lui, il va se dire, attends, ils vont me contrôler, ils vont me voir.
Nous, qu'est-ce qu'on a pensé? On a dit, attends, on va prendre le cheminement inverse. Le jeune, il a son compte cyber, il a donc tous ses messages, il peut les déflouter, voir ce qui a été analysé, etc. Il peut mettre un parent en protecteur, ce qu'on appelle, et c'est gratuit de mettre des protecteurs. Le protecteur, il a les informations, sauf le contenu du message. Ce qui veut dire que si, par exemple, il a ses premiers échanges amoureux, s'il a ses premiers échanges aussi avec ses copains où il se chamaille et tout, pas divulgué. C'est pas grave, parce qu'il va dire à son parent, écoute, ça c'est mon pote, c'est un tel, c'est ma copine, le parent va dire, ok. Mais par exemple, s'il est aussi victime de menaces physiques, le parent aussi il est alerté. Oui. Et là, il peut prendre les actions nécessaires et peut-être sauver la peau du gamin. Ouais, hyper intéressant. Donc voilà, c'est des choses pour nous qui sont majeures et on pense vraiment point de vue consumer plutôt que de point de vue large échelle, quoi. Nous, vraiment, c'est ça, quoi. Donc, vous, aujourd'hui, l'enjeu majeur, ça va être de faire connaître l'app, de communiquer, de travailler, d'être présent sur les salons, de travailler avec des personnes qui ont un peu d'influence dans le milieu, c'est ça? Ouais, bah, en fait, tu vois, pour te dire, sur la Japan, on a vraiment eu de la chance, pour être honnête. La boîte qui organise la Japan, donc CFA Event, nous ont contactés, nous ont dit, écoutez, on aime beaucoup ce que vous faites, est-ce qu'on pourrait vous inviter? Donc en fait, ils nous ont invités sur l'espace prévention, donc on est au hall 6, sur l'espace prévention. Et en fait, nous, bah, ça nous a permis, tu vois, de commencer à, bah là on a mis nos kakémonos, on a mis tout ça, des gens qui viennent nous voir, ah, vous êtes qui, vous faites quoi, nanana. Donc voilà, et nous, mise en lumière, c'est génial, tu vois. On a aussi demain on passe sur scène, donc c'est vachement cool aussi pour nous parce que du coup bah, ça nous permet demain d'avoir 45 minutes sur scène avec la haute commissaire à la protection de l'enfance, Mister MV et Mitsu, pour parler du coup des cyberviolences, largement déjà dans un premier temps sur le côté grand public, personnalité connue, etc. Mais après aussi sur l'espace enfance, petite enfance, tout ça, parce que malheureusement c'est de plus en plus tôt aussi. Aujourd'hui tu sais qu'un enfant il a son téléphone, il a 9 ans. 9 ans, c'est très jeune. Les plateformes, normalement, tu vas à 13 ans avec accord parental, sinon c'est 15 ans. Mais on sait très bien que les 9-11 ans, ils sont déjà sur ces plateformes, ils ont déjà des comptes. Donc en fait, à la place d'interdire et de toujours faire le fait de dire stop, faut pas, et bien en fait, il faut faire l'inverse. Il faut dire écoutez, tu as envie d'y aller, tu as envie de voir ce que c'est, ok, mais tu te couvres. Ouais, c'est ça. Tu es protégé. De toute façon, c'est ça, dans le sens où l'interdiction n'est pas forcément la solution, c'est juste la prévention, l'éducation. On a bien vu ce qui s'est passé avec les sites pornographiques. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Bannissement de 4 sites pornographiques pendant 2 semaines, augmentation de 500% des ventes des VPN. Voilà. Tout le monde pouvait y avoir accès. Et en plus, du coup, ils se font retoquer par la Commission européenne en leur disant mais en fait, ce que vous faites, c'est anticonstitutionnel. Enfin, je veux dire, on est en fait sur des choses. Et le problème, c'est que tu as des gens qui vont défendre corps et âme en disant non, il faut tout interdire, etc. Mais interdire, c'est la porte ouverte à la dérive. Il faut accompagner les gens. Tu vois, c'est comme demain, tu leur dis, allez pas sur le dark web. Mais les gens, ils vont télécharger Tor, ils vont sur le dark web. Alors que tu leur dis, sur le dark web, voilà ce que vous avez. Et en fait, vous n'avez aucun intérêt à y aller. Si vous voulez y aller, allez-y. Mais là, du coup, les gens ils vont dire ah ouais, bah effectivement, en fait, j'ai rien à y faire. Je vais revenir un petit peu, je vais profiter de ton passage en plateau pour revenir sur ton expertise et l'expertise de Sévir sur le cyberharcèlement. Bien sûr. Quand on se positionne comme un tiers, nous, typiquement, en tant que média, on est un tiers. Donc, c'est-à-dire que des fois, on va recevoir des personnalités, on va publier du contenu. Et en fait, ces personnes vont avoir du harcèlement sur nos contenus. Pour toi, quelle doit être notre réaction? Est-ce qu'on doit tout de suite supprimer? Est-ce qu'on doit demander l'avis de la personne? Comment on doit réagir en tant que tiers? Parce que pour le coup, là, même si la personne a Sévir, elle ne pourra pas avoir notre contenu. Bien sûr. Bah, là, en fait, du coup, effectivement, ça c'est du harcèlement du coup qui est ciblé vers une autre personne que vous avez invitée, mais qui vient du coup sur votre compte. Bah déjà, en fait, de base, le harcèlement, qu'il soit indu ou pas, de toute façon, c'est punissable. C'est-à-dire que qui publie sur même le compte de TF1 parce qu'il y a une demi-seconde de quelqu'un, ça reste du harcèlement. Tout à fait, donc ça peut être effectivement agrégé dans une plainte globale, par exemple, si demain la personne va porter plainte. Sur papier, j'ai envie de te dire, tout dépend effectivement déjà si la personne elle est atteinte ou pas. Il y a des personnes, j'en connais, ils disent que ce soit positif ou négatif, je m'en fous, ça fait parler. C'est leur avis, etc. Il y a des personnes qui sont un peu plus fragiles et qui effectivement vont dire moi je veux pas. Donc en fait tout dépend de l'avis de la personne. Si effectivement la personne ça l'impacte, tu supprimes les différents trucs et même à la rigueur tu peux même bloquer les utilisateurs en question sur le compte pour qu'il n'y ait plus d'interaction. Ça effectivement c'est un truc que vous pouvez faire pour prémunir et dire à la personne bah, en gros voilà. T'as fait de la merde, maintenant t'as plus accès à nos contenus et c'est ton problème. Après, en fait, toi aussi en tant que média, ce que tu peux faire, c'est que sur tes propres comptes, tu peux prendre une protection type SafeBear et s'il y a des contenus répréhensibles, tu les agrèges et tu dis bah, à la personne, voilà, nous on a ça et s'il y a besoin de déposer plainte, bah, moi en fait je peux te pourvoir les commentaires qui ont été dus. En fait, il y a plein de choses qui sont faisables, mais déjà dans un premier temps, je pense que l'avis de la personne est très important parce qu'ils ont chacun une sensibilité différente. Je pense que déjà entre l'âge, la perception, ce que la personne a vécu, etc.
Il y a vraiment des personnes, ça leur fait ni chaud ni froid. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Mais nous, on a vécu les deux, c'est pour ça que je posais la question, parce que c'est très difficile de savoir comment agir. Bien sûr. Certains vont nous dire supprimer, c'est donner raison. Ouais. C'est-à-dire, si tu supprimes, c'est que tu leur donnes raison, ils ont gagné. Moi, je suis pas forcément d'accord en fait. Moi, j'ai pas d'avis non plus. Mais, non, mais en fait, je pense que tu sais, une personne qui fait du harcèlement, surtout du cyberharcèlement, son optique numéro 1, c'est d'impacter ta vie réelle. Si en fait ça te fait ni chaud ni froid et que tu supprimes, bah en fait en gros t'en as rien à foutre. Enfin, désolé du mot, mais c'est-à-dire que la personne en fait en face, elle va se dire putain, il n'y a pas de réaction, bah je vais passer à quelqu'un d'autre. C'est un peu bête, hein, mais tu sais, c'est comme quelqu'un dans la rue qui va te jeter des trucs à la gueule et t'insulter. Si tu le regardes pas et que tu traces, et si tu crois, la personne elle va pas rester sur toi, elle va aller sur quelqu'un d'autre. Elle veut de l'interaction, elle veut voir que ça a de l'effet ce qu'elle fait. Donc c'est vraiment un biais psychologique. Hein. Ouais, complètement. Donc voilà, mais je pense que c'est vraiment au cas par cas par rapport à la personne. Mais c'est vrai, c'est des choses qu'on peut discuter. Ça peut être très intéressant. En tout cas, merci beaucoup Jérémy d'être passé sur notre plateau. On te retrouve du coup dans le hall 5. Alors hall 6. Nous on est hall 6. En fait, en gros, il y a la scène Take. Okay. Et nous, en fait, on est juste à côté. En fait, il y a des espaces prévention, sensibilisation. Et nous, on est là. Et demain, du coup, à 11h15, on est sur la scène avec donc haute commissaire à l'enfance, Mister MV et Mitsu, donc Mister MV qui est notre deuxième ambassadeur et Mitsu notre tout premier ambassadeur sur Cyber. Super. On essaiera d'avoir nous aussi en plateau. On a vu que c'est compliqué, mais on verra. Niveau timing, c'est des gens qui sont très très demandés. Ah oui, exactement. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez avoir des interactions avec, c'est soit ils sont sur le stand Cyber le matin, soit après c'est post-scène, donc vers midi et quart. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup Jérémy. Merci et bon courage pour cette Japan Expo. À bientôt.